Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, 17h03, les vraies voix, c'est le grand démarrage. Nous sommes mercredi, on est ravis de vous retrouver avec Philippe David, cher Philippe David. Chère Cécile de Ménibus. Je dis cher parce que vous nous coûtez beaucoup d'argent. Pas tout à fait la même chose. Vous êtes une charge. J'ai cru vous dire que j'étais bien en chair. Non, aussi, mais ça ne change pas, vous savez que c'est une tradition chez vous. En tout cas, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Ravi de vous retrouver aussi. Avec ce numéro de téléphone 0826 300 300, c'est votre moyen bien entendu de commenter l'actualité avec nous jusqu'à 19h. Allez, au sommaire de cette émission, on va parler des européennes. Les ambitions de Jean-Luc Mélenchon pour la NUPES vont-elles renforcer ou la dissoudre? Pour l'instant, vous nous dites la dissoudre à 82%, et un an avant les élections européennes, Jean-Luc Mélenchon a annoncé que la NUPES allait se réunir pour lancer la phase 2 de l'Alliance. L'objectif est simple, former une liste commune pour ces élections. Seulement la tâche risque d'être assez compliqué, cher Philippe. Ah oui, c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin qui doit se faire, puisqu'entre les écologistes qui préfèrent faire cavalier seul, puisqu'ils sont fédéralistes européens, ils le disent eux-mêmes, et le Parti communiste ou LFI qui n'est absolument pas fédéraliste européenne, ça va être compliqué de faire un programme commun pour les européennes. Alors est-ce que pour vous, la NUPES va, vous me passerez l'expression, y laisser des plumes, même si on parlait du mariage de la carpe et du lapin? Ou est-ce que vous pensez que ça peut la renforcer? Dans tous les cas de figure, venez nous le dire. Un seul numéro, le 0826 300 300. Qu'est-ce qui est théâtral. Allez, le coup de projecteur à 18h30. Les annonces d'Elisabeth Borne sont un virage social, des mesurettes, du recyclage ou un vrai programme. Pour l'instant, vous nous dites des mesurettes à 50% et un recyclage à 44%. Pour les 100 jours d'apaisement et d'action voulus par Emmanuel Macron, Elisabeth Borne a donc détaillé ce midi une série de mesures à venir. Pacte de la vie au travail, soutien au pouvoir d'achat, projet de loi sur le partage de valeur en entreprise, report de la loi d'immigration, entre autres. L'opposition s'est empressée forcément de réagir, Philippe. Et oui, et pas en termes très sympathiques, puisque c'est un blabla technocratique pour les communistes, des mesurettes ou de la communication politique pour le Rassemblement national, un niveau d'impuissance et de renoncement terrifiant pour les Républicains. La Première ministre n'a, semble-t-il, pas particulièrement convaincu. Alors est-ce que pour vous, ces annonces, c'est un virage social, comme elle a commencé par parler salaire, par parler intéressement et participation, des mesurettes, du recyclage ou un vrai programme? Il y a un cap. Dans tous les cas de figure, le numéro est le même, le 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et les vraies voix qui ricanent déjà en vous écoutant dire ce numéro, là, Et simplement, ils ont tous noté Philippe. le numéro. Philippe Bilger est avec nous. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, ma chère Cécile. Vous n'avez pas Bonsoir. marre, Philippe, de l'entendre dire ce numéro avec la même voix, le même. Il voilà. le module de manière très diverse et parfois extrêmement sensuelle, ma chère Cécile. Ah bon? Je comprends pas que ça ne vous ait pas fait succomber encore. Non. Parce que il vous donne d'emblée son numéro de téléphone, ce qui est une bonne méthode. Je suis bien attachée à ma chaise, Philippe, c'est pour ça. Je suis obligée de me gaffer tout le corps, sinon je serais folle. Bref, Olivier d'Artigol est avec nous, chroniqueur politique. Bonsoir, Olivier. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir les amis. Oh, les amis, vous avez des amis, c'est une bonne nouvelle. Je tente. Madi Saïdi est avec nous, conseillère en communication d'influence et auteur de Française, venue d'ailleurs publier chez Stock. Bonsoir Madi, bienvenue. Bonsoir à tous. Elle est colorée, Madi, j'aime bien. Oui. J'avais l'air du Elle soleil est de cette émission. très en beauté, mais merci, non merci. pas qu'elle ne le soit pas les autres jours, Ouais. mais il faut faire Oh, mais attention. vous allez me faire rougir là. C'est fou parce que les garçons se sentent obligés de dire vous êtes très en beauté. Oui, Mais d'habitude on fait aussi, très hein, attention. je dis ça, On fait je. très attention. Oui, ça pourrait être déplaisant s'il dit mais étonnant, vous êtes belle ce soir. Hashtag balance ton biligère, ça pourrait faire un bad buzz. Hein. Les femmes contre les garçons peut faire que les garçons, comme vous dites, hésitent à dire à une dame oh vous êtes jolie. Ouais, c'est vrai, c'est dommage. Eh bien, depuis J'avoue, midi, Qu'ils disent, sincèrement. qu'ils disent alors qu'elle est belle, tout simplement. Ouais. Olivier d'Artigol, je vous trouve très beau. Ça ne fait pas le même chose. Attention, la discrimination. On se calme. Philippe Bilger aussi, je vous trouve très beau. Oui, oui, Mais on s'en là, fout. encore une fois, c'est pas plausible. Olivier, bien sûr. Olivier, il a tout. Il a l'idéologie et l'esthétique. Ah, mais Philippe Bilger, vous n'avez pas conscience qu'on puisse vous trouver sexy aujourd'hui? Pas du tout. Ah bon? Non, mais écoutez, comment vous dire, dans le chère micro. Cécile, On peut vous trouver séduisant. je pense profondément, depuis que je suis né,
même si je n'ai pas commencé les entreprises de séduction à 10 ans, À la crèche. on ne séduit que lorsqu'on ne le sait pas ou lorsqu'on fait semblant de ne pas le savoir. Ah, très bien. Je pense qu'une certaine modestie dans le rapport aux femmes, puisque en ce qui me concerne, je suis classique, fait que c'est mieux pour la femme. J'aimerais avoir votre avis, ma chère Cécile. Vous avez quand même remarqué depuis qu'on se connaît mon regard lubrique, Philippe. Oui, mais souvent, trop souvent sur lui. Ah non. Allez, on accueille Fabrice qui nous appelle de l'Aisne. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Fabrice. Qui nous appelle de l'Aisne, c'est le cas de le dire. Bonsoir Cécile. Comment ça va Fabrice? Écoutez, pas trop mal, il fait beau dans l'Aisne. On en profite. Oh, bah, c'est bien. Écoutez, vous faites quoi dans la Profitez. vie, cher Fabrice? Alors, je suis commerçant, j'ai un fourgon magasin et je vends de l'outillage dans les usines, l'industrie, les mairies, etc. Ah, vous vendez de l'outillage pour le jardinage ou pas? Ça m'intéresse. Non, c'est plutôt de l'outillage pour l'industrie, Ah, de bon, l'électroportatif, des outils pour démonter les Ah machines, si, de etc. l'électroportatif pour soulever Philippe David et pour le ramener chez lui, ça peut Là, fonctionner. excusez-moi, vous êtes en train de me démonter. D'où êtes-vous, Patrick De allemand dans Oui, l'Aisne. mais De allemand. Allemand. Voilà. Oui, un tout petit village, oui. C'est vers Soissons, Lens, c'est vers où? C'est entre Soissons et Lens, D'accord. entre 20 minutes de Soissons et 20 minutes de Lens, au milieu. D'accord. Pile poil, vous tombez Oui. toujours juste. C'est Philippe. la nationale 2 même de Oui, mémoire. bon, écoute, C'est exact. Bon, ben, c'est bon. voyez. Bien informé, Philippe. Allez, c'est bon. Vous avez tout fait là? C'est parce qu'une boulangerie, un truc, non? C'est bon, on arrête. J'ai l'impression de voir Jacques Martin dans les coins des fans. Fabrice, vous restez avec nous. Vous allez pouvoir forcément, j'allais dire consommer l'actualité, mais c'est aussi consommer, surtout la commenter avec nous. Et tout de suite le réquisitoire du procureur. Et la chanson du rouge du jour. Pardon. Et savez-vous quel est Qui ce est que mort nous célébrons aujourd'hui, malheureusement, Philippe, Les 37 ans de l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl en URSS à l'époque, en Ukraine. Le réacteur numéro 4 avait explosé accidentellement dans la nuit du 25 au 26 avril 86 lors d'un essai technique. 200 000 personnes évacuées. Selon le rapport de l'ONU, l'accident aurait provoqué entre 43 et 4 000 décès, beaucoup plus selon plusieurs ONG. Après l'accident, 5 000 tonnes de matériaux vont être déversés pour recouvrir les réacteurs durant les 2 semaines qui suivent. Et le titre que vous venez d'écouter, c'est La femme from Chernobyl with Love. Allez tout de suite. La musique était très appropriée. Benoît, bravo. Ouais, non, ça c'est notre Il est réalisateur. excellent. J'ai eu On a le peur meilleur, que on a Jacques le meilleur. Messis vienne. Ouais. Mais Mon Dieu. Allez, on y va, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Il est drôle. je voulais ça à quelqu'un que j'aime beaucoup. Oui. Pour vous une voulez fois, je m'en souviens. Vous les requérir contre les phrases inévitables quand les choses vont mal. Il faut des Absolument. moyens, une volonté Oui. politique. Je suis frappé de voir que dans les discours politiques de droite ou de gauche, quel que soit le problème évoqué, à un moment donné, comme des sortes de poncifs, apparaissent dans la bouche de beaucoup de gens, même gangrenés par un antagonisme politique, la phrase « il faut une volonté politique » et seconde phrase « il faut des moyens ». Donc, alors je ne dis C'est pas vrai. que ça n'est pas parfois pas vrai. Il faut une mais je me demande si ça ne remplit pas les vides de la pensée et parfois même les vides lorsqu'on est questionné sur ce qu'on aimerait pouvoir dire, mais il faut un peu de réflexion. Et comme on n'a pas le temps de l'avoir, sauf dans les vraies voix, on dit rapidement volonté politique et manque de moyens. Et je Phrase ne m'en moque valise. pas parce que c'est assez triste en définitive. Ouais, m'a dit, ça dit. Absolument, mais je pense que les communicants aussi sont passés par là. Je crois qu'il y a un peu de Ça sent le Ouais, vécu. dans l'air. Hein. Ah, mais il faut faire tourner les sujets. Absolument. Ouais, Il faut c'est les ça. faire tourner et malheureusement elles sont assez populaires et tout le monde a un peu les mêmes. Il y a une espèce d'effet de mode. Il faut toujours du courage politique pour les autres, hein, Olivier Dans D'Artigol. le prolongement du procureur, on pourrait se livrer à l'exercice qui est de noter l'ensemble des phrases valises Ouais, ouais. ou de tout ce qui oui. revient et qu'on peut d'ailleurs nous-mêmes utiliser par Même- parfois facilité. Ouais. Philippe, En faire
David, c'est tombé de l'armoire. Ouais, En faire la liste et s'imposer l'exercice de ne pas les prononcer, ne serait-ce que sur une journée. Ouais. C'est comme les valeurs républicaines, c'est le truc qui revient toujours. Le logiciel, la séquence. Ah oui. En même Changer de temps, paradigme. changer de paradigme. Ah oui. Non, mais c'est vrai. À un moment donné, il n'y avait pas ces crèmes ou Oui, Ça pas passe à crème. crème, oui. Ça passe crème. ça passe passe crème crème. et j'ai appris que ça existait. Mais ça existe, Moi, bien sûr. je Oui, ne ça savais existe, pas. oui. Bah, C'est une crème. expression. C'est Françoise de Gois qui me l'a apprise en même temps que l'aspiration au socialisme. Et quelle était la phrase que les macronistes disaient tout le temps? même C'était temps. la crête sur le... Nous sommes sur la ligne de crête. La ligne de crête. Ligne de crête, c'est ça. Tout le monde disait ça, Il y la a eu le ligne de crête. momentum aussi à un moment. Le momentum, oui, absolument. C'est Ah ça. oui. Ouais. En même temps, Mais ça a été. Maggie a raison, Ah oui. les communicants là, ont quand même fait beaucoup de mal. malheur dans la pensée et l'imaginaire politique. Ah bon Avant un vrai dirigeant politique ne s'entourait pas de cabinet conseil pour forger une expression publique. Et on retrouvait d'ailleurs des couleurs dans leur identité, sur la manière d'aborder des sujets. Je pense pas que certains grands de la politique aient apprécié que des communicants viennent leur dire comment il fallait s'adresser ou imaginer le pays. La pire, je pense que pendant les Gilets jaunes, c'était « j'entends la colère ». Oui, Là, ouais, c'était celle-là, on l'a entendu insupportable. beaucoup de fois. Alors qu'ils auraient dû l'écouter. Bref, Oui. vous restez avec nous, Eh oui. on reste Mais il faut une ensemble volonté politique. jusqu'à 19h. Allez, dans un instant, les 3 mots de l'actu avec Félix Mathieu. Et espérons qu'il ne donne pas ce type d'expression. Oh, il en Allez, est capable. bienvenue dans Les Vraies Voix jusqu'à 19h. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci de votre fidélité aux Vraies Voix jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, avec Olivier D'Artigol, avec Madi Saïdi et bien entendu vous au 0826 300 300. On va dérouler l'actualité aujourd'hui dans un instant. Les ambitions de Jean-Luc Mélenchon pour la NUPES vont-elles la renforcer, la dissoudre? On a envie de vous entendre sur ce sujet. 0826 300 300. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu et c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et vos 3 mots dans l'actu du jour sont catalogue, avion et radio. Le catalogue d'Elisabeth Borne, la première ministre, dresse un inventaire à la Prévert de mesures pour les 100 prochains jours. Tout y passe, mais la loi immigration devra attendre la rentrée. Des avions plus verts, objectif européen, 70% de carburant propre d'ici 2050. Pour 2030, il faudra se contenter de 6 petits pourcents. Et puis coucou, c'est Pedro Lamerco quand un chauffeur de taxi argentin s'incruste sans le savoir dans les conversations radio entre la Station Spatiale Internationale et la NASA. Les vraies voix Sud Radio. Une femme du monde, un couvercle de cabinet, de petits Smiths, un grand pardon, une vache, un samovar, une panne de bon sang. Alors à ça, on va ajouter des heures de soutien en français et mathématiques à l'école primaire, une plateforme de location de voitures à prix accessible, un projet de loi sur le partage de la valeur dans l'entreprise, 150 policiers et gendarmes supplémentaires à la frontière italienne, un projet de loi contre l'exposition des mineurs à la pornographie, un médecin traitant pour tous les patients atteints de maladies chroniques, le recrutement de 10 000 magistrats et greffiers. Vous en voulez plus? Bon, il y a aussi un accompagnement personnalisé pour isoler son logement, un appel à la bonne volonté des entreprises pour revaloriser les salaires, un pacte sur la vie au travail, les reconversions, l'emploi des seniors, une proposition de loi sur les déserts médicaux qui dit mieux, le lancement de France Travail à la place de Pôle emploi, un projet de loi sur l'industrie verte, le recrutement de 6 000 assistants médicaux supplémentaires. Voilà la petite feuille de route présentée par Elisabeth Borne tout à l'heure. Après le Conseil des ministres, la chef du gouvernement, en revanche, repousse à après l'été le projet de loi sur l'immigration. Aujourd'hui, il n'existe pas de majorité pour voter un tel texte, comme j'ai pu le vérifier hier en m'entretenant avec les responsables des Républicains. Ils doivent encore dégager une ligne commune entre le Sénat et l'Assemblée, tenant compte de la nécessité de trouver une majorité dans chaque Assemblée autour d'un texte nécessairement équilibré. Aujourd'hui, ils n'y sont manifestement pas. Par ailleurs, ce n'est pas le moment de lancer un débat sur un sujet qui pourrait diviser le pays. Nous allons donc continuer les échanges pour trouver un chemin autour du projet de loi. Et si nous ne pouvons pas trouver d'accord global, nous présenterons en tout état de cause un texte à l'automne avec comme seule boussole l'efficacité.
Au-delà de l'immigration, Elisabeth Borne redit vouloir gouverner avec des majorités de circonstances, projet par projet. Et n'en déplaise à l'Élysée, elle redit vouloir éviter désormais d'utiliser le 49.3 en dehors des textes financiers. Une volonté qui avait un peu agacé au sein de la présidence quand elle avait exprimé. En tout cas, sans surprise, les oppositions, LR, LFI, RN, PS ne lui ont pas fait de cadeau, jugeant la feuille de route de la première ministre sans souffle, creuse, surréaliste ou encore, je cite, accidentée. Un petit mot. Il est intéressant, de voir que pour le 49.3, elle a dit que ça n'était pas une promesse, mais un objectif. Ce qui est une manière déjà de changer. Et puis pour le reste, ça n'est pas un inventaire complètement ridicule. Sur le plan médical, je trouve que c'est pas mal tout de même si c'est ce qu'elle propose. Olivier, oui. Non, mais je suis d'accord avec le diagnostic du catalogue. Dans le sens où normalement ces 100 jours étaient là pour, si ce n'est relancé, même lancer ce second quinquennat. Chacun voit bien qu'il n'y a pas un effet waouh, comme on dit. Qu'il y a quelque chose qui est terriblement préoccupant pour l'exécutif aujourd'hui. Décidément, le pays ne veut pas passer à autre chose. Rien n'imprime. M'a dit, on était à 100 jours la semaine dernière, en début de semaine. On est à 91 maintenant, 90, 10% du temps passé, tout ça pour ça. Tout ça pour ça, d'autant plus qu'il manque quand même des sujets, la question de la sécurité, la question de l'immigration. Et enfin, sur la jeunesse, j'ai pas vu grand-chose. Pourtant, les jeunes, on les a vus dans la rue, j'ai pas vu grand-chose. Donc tout ça pour ça. Et on continue, Philippe. Avec un mot maintenant sur cet accord au sein de l'Union européenne pour verdir les carburants des avions. Les eurodéputés et les États membres se mettent d'accord pour passer à 2% de carburant durable d'ici 2025, puis ça va monter 6% en 2030 pour arriver à 70% d'ici 2050, 70% de carburant moins émetteur de CO2 au milieu du siècle. Alors ça reste moins, ces 70% que ce que réclamaient les eurodéputés, mais plus que ce que proposait initialement la Commission européenne. Et allez, on termine par ce signal radio accidentellement capté par l'équipage de l'ISS. Oui, les astronautes de la Station Spatiale Internationale communiquent avec les opérateurs de la NASA par ondes radio, sauf que, il y a quelques jours, en pleine mission, voilà ce qu'ils ont entendu pendant 3 secondes. Alors non, l'ISS n'a pas capté Sud Radio, mais un chauffeur de taxi argentin qui était en train de se faire confirmer une adresse par onde radio. Ils auraient pu capter Sud Radio, non, c'était un taxi. Et oui, car à ce moment-là, l'ISS était au-dessus de Buenos Aires et donc n'utilisait pas les ondes cryptées qui sont réservées aux missions plus sensibles que celle-ci. Donc voilà, après vous connaissiez le principe des photobombings, ces photos sur lesquelles quelqu'un vient s'incruster. Eh bien donc on a désormais le radiobombing spatial de ce chauffeur de taxi argentin. C'est drôle. On est passé à côté d'une catastrophe. Oui. Sur un moment très important technique de la mission, il serait connecté à une blague de Philippe David. C'est la station spatiale, c'est Il y a quelque chose du 22 à Agnières. Un bête qui sait qui a porté le sauciflard, et là c'est un truc de fou. Mais vous savez que quand le prince Charles, son infidélité avec Kalila Parker Bowles a été connue, c'est parce qu'il parlait sur un téléphone sans fil, mais un téléphone de maison, pas un téléphone portable, et que les tabloïds britanniques s'étaient captés sur son téléphone et qu'ils ont balancé tous les extraits les plus croustillants. Les échanges étaient gratinés. Je me rappelle les échanges dérisoires. Il y a même des mots qui sont rentrés dans le vocabulaire anglais depuis. Et c'était pas ragoûtant. Non, c'est sûr que c'était pas... non. En tout cas, le nombre de personnes qui se sont fait gauler dans des situations... Non, mais je n'aurais pas imaginé que même dans une liaison torride, il y ait certaines appétences. Mais probablement, je suis trop conservateur pour ça. Vous savez que c'est un problème pour le sport en général. Quand des garçons ou des femmes vont avec des gens qui ne sont pas ni leur femme ni leur mari et que l'autre regarde la télé et qu'ils les voient ensemble, le nombre de personnes qui se sont fait gauler comme ça, c'est important quand même. Notamment Roland Garros. Ah oui, ah oui, d'accord. Notamment mon ex. Vous restez avec nous. Cécile, exprimez-vous. Non, mais c'est bon, je l'ai dit là, ça y est. Ça fait des années que j'ai envie de le dire. Si vous avez
Non, là, c'est pas le 36-15. Allez, vous restez avec nous dans un instant, le grand débat du jour. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300 et on va parler de la NUPES, cette espèce de réconciliation, cette alliance que souhaite Jean-Luc Mélenchon pour les européennes. Est-ce que c'est possible, pas possible? Est-ce que vous pensez que ça va dissoudre la NUPES ou plutôt la consolider? 0826 300 300, on vous attend au standard. À tout de suite. On se raconte des choses hors antenne, les amis, si vous saviez. Si vous entendiez. C'est un bonheur. On est en train d'expliquer hors antenne ce qui nous arrive parfois de faire des gaffes, des trucs, des bêtises, de se tromper de numéro, d'envoyer la mauvaise personne. Ça a dû vous arriver, j'imagine, certainement, de parler de quelqu'un et de l'envoyer à la personne dont vous parliez. Voilà, mais là, le problème, pas dans de très jolis mots. Et là, oups, la boulette. Oui, et puis parfois, c'est votre conjoint qui vous rentre dans le buffet quand vous n'avez pas envoyé le bon numéro de téléphone. Ouais. Oui, comme au rugby, vous savez. Oui. Ah oui, mais c'est drôle, on n'a vous pas avez compris. une manière de parler des choses. Oui. C'était pas très clair, mais bon, c'est pas grave. Et Philippe Bilger est avec nous, Madi Saïdi est avec nous, Olivier D'Artigol est avec nous, et vous, 0826 300 300. De l'armoire, il parle de buffet. Je sais pas ce qu'il a en ce moment, Philippe David. Vous voulez pas prendre des vacances pendant 2 ans, Philippe? C'est votre retour. C'est ça. C'est des faits C'est terrible. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La NUPES continue à avancer, elle continue à être unie. La voix du peuple, c'est la casserole. La lutte continue, parce qu'on est au coude à coude dans les rues, parce qu'on est au coude à coude à l'Assemblée nationale. On ne va pas, au nom du maximum, refuser le mieux. De manière à ce qu'aux prochaines élections européennes, eh bien, la NUPES confirme qu'elle existe. Car nous allons faire ce qu'il faut, et nous faisons déjà ce qu'il faut pour s'occuper de ce qui compte d'abord. Il n'y a aucune perspective si nous ne sommes pas, dès à présent, unis dans le combat et préoccupés de ce qui compte maintenant. La seule chose qui compte, c'est de rester groupés et d'avancer sans cesse et sans cesse et sans cesse vers l'objectif. Allez hop, tout le monde est à la casserole. Commencer la phase 2 de l'existence de la NUPES, c'est ce que souhaite Jean-Luc Mélenchon pour la coalition de partis de la gauche française. À ce titre, l'Alliance se réunira la semaine prochaine pour entamer des discussions sur la liste commune aux élections européennes 2024. Écoutez ce qu'il a à dire justement. La NUPES continue à avancer, elle continue à être unie. On continue à discuter de manière à ce qu'aux prochaines élections européennes, eh bien, la NUPES confirme qu'elle existe et qu'elle pourra ensuite passer aux autres étapes. Et qu'aux élections européennes, elle puisse arriver en tête de toutes les listes, de manière à ce qu'on voit de quel côté le pays veut aller. Voilà ce qui est important. Des paroles qui se veulent rassurantes, mais on sait que l'Europe divise la gauche depuis longtemps, entre d'un côté le Parti communiste ou LFI, qui sont plutôt, une vision plus souverainiste, ou alors carrément comme Europe Écologie Les Verts, voire même le PS, qui sont ouvertement fédéralistes. Alors, est-ce qu'on peut marier la carpe et le lapin? Est-ce que pour vous, la NUPES peut se renforcer, ou est-ce qu'au contraire, ça va la dissoudre? On vous attend dans tous les cas de figure pour réagir au 0826 300 300. Et pour le moment, vous pensez à 84% que les européennes, les ambitions de Jean-Luc Mélenchon pour les européennes vont dissoudre la NUPES. Et pour en parler avec nous, un spécialiste, Jean Petot est avec nous, politologue. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Bonsoir. Bienvenue. En attendant un tour de table avec vous, Philippe Bilger, déjà pour commencer, est-ce qu'avec cette question, les ambitions de Jean-Luc Mélenchon vont pouvoir renforcer ou dissoudre finalement la NUPES? Vous en pensez quoi? Je me demande si on met ensemble un certain nombre de raisonnements. Le premier, c'est qu'on peut penser au souci tactique de la NUPES de rester apparemment unie pour gagner les élections européennes, continuer en dégrader, bien sûr, ce qui leur a permis de sauvegarder le Parti socialiste, par exemple, lors des législatives. Le deuxième point, et Philippe l'a dit dans sa présentation, est-ce que les divergences entre ces partis qui composent la NUPES sur l'Europe ne pèseront pas plus lourd que ce souci d'unité? Et troisième élément, je termine là-dessus, tout ce qui se passe dans la NUPES depuis quelque temps, et notamment les ruades toujours efficaces de Fabien Roussel et d'autres peut-être, montrent que cette NUPES n'est plus acceptée comme une évidence. Qu'est-ce qui l'emportera? Vraiment, je n'en sais rien et j'attends avec impatience l'avis de notre spécialiste. Olivier D'Artigol. D'abord, il faut se rappeler une chose. De quoi la NUPES est-elle le nom? C'est un accord pour les dernières élections législatives
Et avec un résultat significatif. Avec ce slogan, vous vous en rappelez, élisez-moi Premier ministre, qui avait été quand même une trouvaille sur le plan politique, qui avait fait beaucoup réagir. Mais il n'y avait pas eu, lors de l'installation de cette législature, contrairement à ce que souhaitait Jean-Luc Mélenchon, un groupe unique. Il y a un intergroupe, mais il y a un groupe GDR, communiste, un groupe insoumis, un groupe socialiste, un groupe écologiste. Pour les élections législatives européennes, il y a à la fois une difficulté, je suis d'accord avec ce que tu as dit Philippe, à aller vers un ciment idéologique cohérent. Ça, c'est une évidence. Il y a y compris des tensions internes à certains partis sur la stratégie. Le plus emblématique étant la situation au Parti socialiste. Et il y a aussi, j'en termine là, une logique propre à cette élection européenne du fait du mode de scrutin, à ce que les partis veuillent se compter pour une campagne dite autonome et avec un choix concernant ceux qui pourraient être élus directement dans les mains du cercle dirigeant de tous les partis. Donc nous verrons ce que l'offre politique de Jean-Luc Mélenchon peut donner ou pas. Et il faut aussi ne pas oublier la tension interne aujourd'hui au sein des Insoumis, que je ne commente pas là, que je ne rappelle pas, mais dont tout le monde peut retrouver trace dans les derniers commentaires et travail journalistique. Madi, oui. Il y a quand même des voix dissonantes qui commencent à se faire entendre. Je pense à Gambadélis, qui au PS n'est pas vraiment pour. Il y a Pierre Jouvet, qui au contraire serait pour cette alliance. Au sein de la NUPES, c'est compliqué. Idéologiquement, j'ai bien l'impression que tous ces partis qui composent la NUPES n'ont pas vraiment ce ciment idéologique. Et enfin, quel est le projet? Est-ce que le projet, c'est de gagner? Auquel cas, ils y vont ensemble. Moi, j'y crois pas vraiment. Ou le projet, c'est de porter un vrai projet européen. Et là, il y a un vrai problème idéologique pour que ça se passe. Moi, je reste sceptique sur le projet de la NUPES pour les européennes. Jean Petot, est-ce que finalement Jean-Luc Mélenchon ne veut pas étouffer un petit peu tout le monde pour rester leader et finalement prendre tout sous sa coupe à lui et couper les têtes en fait? Oui, bonjour, bonsoir Cécile. Vous connaissez la phrase de Bismarck, quand on est trois, il faut toujours être dans les deux premiers. Jean-Luc Mélenchon, il élargit le domaine de la lutte, si je puis dire. Ouais. Quand on est quatre, il faut toujours être le premier, tout simplement. Hein. Et donc c'est ce que mes prédécesseurs ont fort bien précisé et posé, j'allais dire en termes de situation, d'état des lieux. On voit que Jean-Luc Mélenchon veut faire de ces prochaines élections européennes un tremplin supplémentaire pour le positionner comme leader incontesté de l'opposition de gauche au gouvernement actuel. Alors évidemment, ça se passe, j'allais dire, de manière un peu compliquée avec les partenaires, d'autant que les dernières européennes, et c'est intéressant de regarder un peu dans le rétroviseur, si je puis dire, les dernières européennes ont fait que dans cette coalition de la NUPES, de la configuration NUPES, donc encore une fois, Olivier d'Artigol l'a fort bien rappelé, c'est une coalition électorale qui est née entre la présidentielle et les législatives de 2022. Dans la configuration NUPES, ce n'est pas LFI qui est en tête, c'est Europe Écologie Les Verts, je le rappelle, qui fait près de 13,5% des suffrages exprimés. Pour faire court, on va dire qu'un Français sur deux inscrit en 2019, ce qui était d'ailleurs une remontée de 5 points, a voté aux européennes de 2019. Donc Europe Écologie Les Verts obtient 13 sièges et obtient 13,5% des voix. En deuxième, effectivement, c'est LFI, avec 6,31% des suffrages exprimés, 6 sièges. Et puis, ce conglomérat PS Glucksmann, vous savez, ça s'appelle Envie d'Europe écologique et sociale. Avec Place Publique. Avec Place Publique, c'est Glucksmann, donc, qui était la tête de liste. Ça avait fait d'ailleurs du bruit au sein du PS de laisser la tête de liste. C'était la première fois que ça arrivait à un non-socialiste. 6 sièges aussi, un petit peu moins que LFI, mais pas beaucoup moins. 6,19 au lieu de 6,31. Et puis, la liste du Parti communiste, avec ses alliés, qui obtient 2,49% des suffrages exprimés, 0 voix. Alors là, Mélenchon a un argument à faire valoir. Il dit, quand on
on additionne ces 4 listes, on arrive à 28,47% des suffrages exprimés, c'est-à-dire pratiquement 3 points de plus que 5 points de plus, avant 5 points de plus que les vainqueurs d'une courte tête, c'est-à-dire le Rassemblement national avec cette liste portée par Marine, enfin soutenue par Marine Le Pen. Et juste un petit peu au-dessus de Renew, de Renaissance, avec l'Alliance La République En Marche, le MoDem. Donc, Mélenchon dit, unissons-nous, continuons, vous voyez bien qu'on peut sortir en tête des européennes. Sauf que la politique, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas l'addition parfois des contraires, ou si ce n'est des contraires, du moins des approches un peu différentes. Une addition peut parfois se traduire par une formidable soustraction en politique. Hein. Et ça, il faut bien l'entendre. Et je crois que, mais Olivier d'Artigol l'a fort bien dit, hein, je crois que on est un peu dans une dimension fractale. Il y a des dissensions à l'intérieur de la NUPES. Il y a des tensions à l'intérieur des composantes de la NUPES. Mathilde a également indiqué. Et puis Philippe Bilger dit, finalement, au bout du compte, c'est aussi la personnalité de Mélenchon, il faut bien le dire, pose quand même quelques problèmes comme leader Massimo de cette coalition. Vous voulez réagir, vous êtes électeur de la NUPES, vous voulez une liste unique, vous voulez des listes séparées, venez nous le dire au 0826 300 300. J'ai une réflexion à poser à tout le monde. Il y a quelque temps, on a entendu Jean-Luc Mélenchon dire de François Ruffin, il est prêt. En fait, il est prêt à quoi? Justement, Cécile, si vous le permettez, je voulais poser une question à Jean Poteau là-dessus. Oui. Est-ce qu'à votre avis, la stratégie que Jean-Luc Mélenchon paraît vouloir mettre en œuvre pour les européennes n'a pas également des visées à l'échéance présidentielle, notamment, comme le dit Cécile, dans le conflit ou dans l'adoubement apparent qu'il semble avoir donné à François Ruffin? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de totalement interne à LFI dans ce qui se prévoit là? Vous savez, Philippe, vous êtes un homme de grande culture, quelle est la déesse de la politique, hein, c'est Métis, hein, l'intelligence rusée. Bon, alors il y a évidemment de la ruse chez Jean-Luc Mélenchon, et ça fait partie, j'allais dire, du jeu, c'est normal. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la légende dit que lorsqu'on a trouvé le pauvre Jean-Paul Ier, hein, ce pape de très courte vie, hein, 33 jours, hein, décédé, mort dans son lit, il était en train de lire un livre qui s'appelait L'imitation de Jésus-Christ. Bon, c'est un grand classique de la théologie vaticane. Alors, je souhaite une très longue vie à Jean-Luc Mélenchon, évidemment, c'est tout le bonheur que je peux lui souhaiter. Mais je me demande si on le trouvera pas le jour fatal en train de lire un livre qui s'appellerait L'imitation de François Mitterrand. Hein, toute chose égale par ailleurs. Parce que c'est véritablement son modèle absolu. C'est-à-dire qu'en fait, ce côté qui consiste, et Cécile l'a dit, de trouver par exemple, ou de pousser en avant un éventuel successeur putatif, de jouer sur ce côté, celui-là je l'adoube, sachant que faisant cela, je crée aussi des jalousies à l'intérieur de mon premier et deuxième cercle, etc. Tout ça, c'est de la pratique politique assez classique, assez traditionnelle, si je puis dire, et Jean-Luc Mélenchon est de cette culture-là. Hein, voilà. Donc c'est clair qu'il ne se prépare, bien sûr, pour l'échéance future de 2027. Et j'allais dire, la jurisprudence Biden ne peut que l'encourager. C'est ça. 0826 300 300, Fabrice, notre vraie voix auditeur, est avec nous. Fabrice, une réflexion justement sur Jean-Luc Mélenchon? Bah écoutez, moi je pense que de toute façon c'est toujours lui qui tire les ficelles. C'est un petit peu aussi l'alliance, comme le disait Philippe, de la carpe et du lapin. Ça fait trop de disparités. Je pense pas en plus que les élections européennes passionnent les Français. Donc je ne pense pas que les Français vont se déplacer en masse pour aller voter. Et tout le monde est un peu déçu. Enfin, les classes moyennes comme moi, on est beaucoup déçus de la NUPES en fait. Hein. Oui. Ah oui. Olivier d'Artigol, quand on sait que là on a l'impression qu'on enjambe presque le 1er mai, on parle déjà des européennes, ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon est déjà parti. Pour lui, les retraites, c'est fini. Je rejoins l'analyse de Jean Poteau. J'en profite pour saluer l'ensemble des étudiants de Bordeaux qui ont quelques souvenirs. Et l'école bordelaise en sciences politiques est une très belle école.
Mais j'ai une anecdote dans une autre vie. J'étais dans une équipe de campagne aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. J'étais co-directeur de la campagne en 2012 avec François Delapierre. J'évoque son souvenir. Et un jour, Jean-Luc Mélenchon, qui faisait souvent référence à François Mitterrand, qui l'appelait le vieux, nous a dit, mais le vieux a toujours dit que j'étais le meilleur de ma génération. Sur à quoi je lui avais répondu, mais il faudrait savoir à combien de personnes François Mitterrand a dit ça. mais ce qui est certain, c'est que Jean-Luc Mélenchon est un animal politique hors catégorie. Il sait très bien qu'il connaît l'odeur du sang. Et il sait très bien que pour survivre en politique, il faut être dans le coup d'après. Très tôt, avoir une capacité d'anticipation et de mettre un récit en place. C'est ce qu'il a commencé à faire avec l'opération Ruffin, qui est, d'après moi, le baiser de la mort, vu le timing de cette annonce. Et il est évident que, concernant la stratégie des Européennes, il souhaite garder le magistère de la construction politique. Mais, pour la première fois, il me semble que les astres ne sont peut-être pas alignés comme ils ont pu l'être dans d'autres moments politiques. Mais attention, un animal blessé, André Labarrère disait en politique, il faut tuer, il ne faut pas blesser. Un animal politique qui se sent blessé peut faire preuve d'une capacité de réaction qui peut nous surprendre. Je ne dis pas aujourd'hui que Jean-Luc Mélenchon est définitivement sorti de la course de 2027, loin s'en faut. Jean Petot, pour reprendre ce qu'a dit Olivier d'Artigol et Fabrice, notre auditeur, Fabrice dit la NUPES ne parle pas aux classes moyennes et aux classes populaires. Est-ce que c'est pas ça aujourd'hui la principale faiblesse de la gauche? Les territoires populaires, aujourd'hui, ils votent Rassemblement National, ils votent plus à gauche. Et ils s'abstiennent. Oui, ils s'abstiennent. Oui, je manifestais par un petit geste, juste là, pour réagir aux propos de notre auditeur. Je ne suis pas sûr que l'abstention, par contre, soit catastrophique pour les européennes. Pourquoi? Parce que ça sera la première occasion de s'exprimer dans l'urne, après toute cette séquence qu'on est en train de vivre, et dont on peut se dire d'ailleurs que politiquement, rien ne nous dit si elle sera véritablement achevée, même dans un an. Donc, méfions-nous sur les pronostics de l'abstention. Mais pour répondre à votre remarque, Philippe, oui, en réalité, clairement, une partie des classes moyennes et surtout des classes populaires, c'est le Rassemblement national qui s'exprime. Alors, je ne veux pas dire au nom des classes populaires, c'est là qu'il faut être très précis dans les vocabulaires. En tous les cas, qui tient un discours qui peut résonner aux oreilles de l'électorat populaire et des classes moyennes qui s'estiment. Toutes les études le montrent, en particulier les travaux passionnants de mon ami Jérôme Fourquet, montrent que les classes moyennes vivent un sentiment de déclassement aujourd'hui. Et donc, quelque part, le RN a une réponse politique. Enfin, je devrais dire, pour être précis, plutôt une réponse silencieuse, une non-réponse, parce que la caractéristique quand même du RN depuis juin 22, c'est quand même de rien dire, d'être extrêmement, j'allais dire, dans un état d'attente plutôt intelligent politiquement parlant. Olivier a eu la gentillesse de faire référence à mon passé bordelais, enfin ma carrière bordelaise. Je suis à la retraite maintenant de Sciences Po Bordeaux. Mais puisqu'il a cité André Labarrère dans cette phrase tout à fait passionnante, c'est le palois d'Artigol qui peut témoigner. André Labarrère disait aussi les dauphins à vocation à s'échouer, à venir s'échouer et mourir sur les plages. Voilà. À l'époque, en direction de sa première adjointe d'ailleurs. Voilà, exactement. Un mot m'a dit. Est-ce que pour vous, la NUPES, ça peut encore faire revenir les classes populaires vers elle, par exemple? Vraiment, je ne sais pas, c'est compliqué. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens des classes populaires qui, honnêtement, jamais n'auraient osé dire publiquement qui voteraient RN. Le disent sans aucune gêne. Je pense notamment aux gens qui sont d'origine immigrée. Moi, j'en vois de plus en plus qui me disent on a tout testé. Et aujourd'hui, c'est des seuls dont on ne connaît pas le programme, en l'occurrence, c'est ça qui est impressionnant. Mais c'est de se dire, comme on ne les a jamais eus, peut-être qu'eux peuvent nous apporter une réponse. Donc je ne sais pas, il faut peut-être que la NUPES, depuis qu'elle est en tout cas aux manettes depuis 2022, je trouve qu'elle s'est un petit peu mise en retrait de son discours pour lequel elle a été élue. Elle est beaucoup dans le folklore, elle est beaucoup dans le tapage, et moins auprès des populations qui lui ont fait confiance
Et 25% des professeurs qui votent Rassemblement National, c'est quasiment un séisme dans le monde démocratique français. Hein. C'est inédit. Avec en effet une habileté concernant le groupe RN à l'Assemblée nationale qui quand même, de la motion de rejet jusqu'au 49.3, a plutôt été très discret, très en retrait dans cette grande séquence parlementaire concernant les retraites. Mais je viens d'une ville assez tempérée sur le plan politique, Pau, et je m'aperçois qu'il y a en effet des personnes aujourd'hui qui revendiquent un vote RN, non pas un vote défouloir, j'ai envie de dire, un vote d'insurrection pour dire bon, ben, on va se saisir de ce bulletin pour exprimer que nous ne sommes pas d'accord, mais aussi un vote d'adhésion à des idées portées par le Front National qui aussi parle, c'est le cas aujourd'hui dans la réaction de Marine Le Pen au discours d'Elisabeth Borne, de la question sociale et démocratique. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jean Petot d'avoir été avec nous, politologue. Merci à vous et merci Jean Petot. Bonne soirée. Merci, on est obligé de vous laisser parce que là il y a une échéance importante, c'est le Kikadi Show. Comme ça, le quiz de l'actu. Allez, bienvenue, on reste ensemble jusqu'à 19h, on fait une petite pause. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue sur Sud Radio, bienvenue dans les vraies voix. Ça ricane, oui, les vraies voix ricanent. Voilà, c'est parce que alors je vais vous raconter encore. C'est encore du Philippe David qui ne peut pas. Il ne sait pas être court à part dans sa chambre. Là, c'est ça. Mais tout de même, Cécile, il parle de sujets importants. Il parle de ses lunettes, ouais. C'est super intéressant. C'est vous qui m'avez posé une question dessus. Avec toujours de vision. Cécile, c'est vous qui m'avez posé une question dessus. Je dessus. vous ai pas changé. J'ai dit pourquoi vous ne changez pas de lunettes. Derrière moi, il a fait une dissertation de 15 ans. Donc, il n'a jamais le temps, comme disait l'autre, de faire bref. Voilà. C'est pas facile de faire bref. Hein. Oui. Allez, tout de suite. Vous savez, c'est Churchill. Oui. Il arrive à la Chambre des communes, il dit désolé, je vais être long, je n'ai pas eu le temps de préparer un discours court. C'est magnifique. C'est magnifique. Pour faire court, il faut être. Voilà. Alors que je voulais faire un lancement court, et ben on a perdu 1 minute. Allez, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Avec Fabrice qui est avec nous, notre vraie voix. Fabrice, il faut que vous choisissiez, j'ai envie de dire, votre maître, parce que votre maître, ça veut dire que vous avez peur de perdre face à lui. Alors il y a Madi Saïdi, il y a Olivier d'Artigol et il y a Philippe Bilger. Lâchez un peu l'histoire de Philippe Bilger, parce que à chaque fois on le choisit en ce moment. Je suis habitué à perdre, maintenant je suis blindé. Il aimerait gagner au moins une fois. Il triche beaucoup. Justement, je l'ai choisi pour le quiz. J'adore son flegme presque britannique. C'est gentil. Vous le connaissez mal. C'est la première fois qu'on me crédite d'une sorte d'impassibilité. Ouais. Bon, bah vous êtes fan. Ça doit être notre familiarité dans l'aine qui nous rapproche. Voilà. Et Philippe, je pense que Fabrice essaye de vous acheter. Faites gaffe. Voilà. Mais donc, malheureusement, il va avoir l'aide de Madi et d'Olivier. Allez-y, commencez, Cécile Honorodame. Non, allez-y. Première question, qui qu'a dit sur les élections européennes, la NUPES doit se transformer en machine à gagner? Mélenchon. Non. Non, c'est une femme. Allez. Une femme. Mathilde Panot. Non, elle est écologiste. Non. Économiste aussi. Non, Gaté. Non. Rousseau. Rousseau, bonne réponse. Sandrine Rousseau, effectivement, ça fait longtemps. On a passé toute la nuit sans revue. Après la question qui a dit, la question qui a écrit. Qui a écrit à Emmanuel Macron: vous faites de la France une poubelle qui vous sert de trône et vous prenez un plaisir sadique à faire souffrir votre peuple, mais aussi les plus humbles, les plus vulnérables et les plus soumis, les animaux. Brigitte Bardot. Exactement. Bon, là, par un raisonnement très subtil. Ça aurait pu être Édouard Caron. Voilà. C'est vrai. C'est pas le même style. Non. Question. Je me suis dit, c'est pas un politique. Qui a dit, en parlant de l'école privée, pourquoi Papendiaï veut-il détruire ce qui marche? C'est un LR. Ouais. 7e arrondissement. Bonne réponse, Philippe Bilger. Voilà. Rachida Dati. Voilà. 4-2 pour Philippe Bilger. C'est la première fois. Attention, grande phrase du jour. Qui a dit la voix du peuple, c'est la casserole? Mélenchon. Bonne réponse. Olivier d'Artigol, le plus rapide. Voilà. Fabrice, vous êtes avec nous ou vous êtes en antenne? Allez, qui a dit, sur les annonces d'Elisabeth Borne, qui a dit il n'y a plus de gouvernement à la tête de la Marine France? Le Pen.
Oui, bonne réponse. On doit attendre la fin. Il n'a pas attendu la fin. Vous devez attendre la fin. Seulement une administration des affaires courantes, mais il a été très bon, là, on peut dire. On l'accorde. Attention, c'est un Kikadi qui est un peu long. Je parle de dérive illibérale. Je ne dis pas que la France est devenue la Hongrie ou la Pologne, mais en Hongrie, Orban s'appuie aussi sur la Constitution, sur les lois qu'il fait voter pour permettre et remettre en cause les contre-pouvoirs. Oui, j'ai vu ça. Il est vert. Il est vert. C'est Jadot. Bonne réponse. C'est Yannick Jadot. Qui qu'a dit chaque décision que nous prenons doit régler un problème, améliorer le quotidien. Je ne crois qu'au résultat, Elisabeth Borne. On n'a même pas le temps d'écouter la phrase, donc je vais émettre un recours. Voilà. Au Conseil constitutionnel. Attention Fabrice, qui qu'a dit en parlant de la loi immigration, on est sur du réglage administratif. Ça doit être sur Darmanin. Non, c'est une femme. Une femme. Jeanne Var. Non, elle est blonde. Elle est blonde. Marine. Non. Marion. Oui. Marion Maréchal. Alors on en est où? Eh ben on en est à 10 à 6. 10-6. Pas mal Philippe Bilger, mais c'est quand même... Il a été très beau sur l'entame. Absolument. Oui. Fabrice, je vous déclare vainqueur. J'ai pas contribué beaucoup. Si, vous avez contribué, bien sûr que si. Vous avez fait le bon choix, justement, déjà, c'est de choisir la bonne personne. Même s'il a été un peu, coriace, Philippe Bilger. Il y a un moment donné, il dit, voilà. Ça fait 15 jours que j'avais pas fait plus de 2. Voilà. En tout cas, vous restez avec nous dans un instant. Philippe David a poussé un coup de gueule contre les impôts. Voilà, sur les impôts. Sur les impôts, voilà. Ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et puis, les vraies voix vont nous donner leur tour de table de l'actu. A tout de suite et bienvenue. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et les vraies voix sont avec nous. Philippe Bilger est avec nous, Madi Saïdi est avec nous, et puis Olivier d'Artigol. On venait d'entendre la météo d'Olivier. Olivier, demain, c'est maillot. Maison. Retour. Quand on vous dit que c'est un extraterrestre. Mais demain c'est maillot, mais après-demain c'est maillot en ciré, parce qu'il pleuvra. On est désolé, c'est comme ça. Et en attendant, c'est l'heure de Philippe David, puisque c'est son coup de gueule du jour. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est un coup de gueule sur les impôts, Philippe. Oui, Cécile. Gabriel Attal a déclaré hier, je cite, les Français doivent en avoir pour leurs impôts. Il était d'ailleurs dans l'Hérault avec Stanislas Guérini pour réconcilier les Français avec le fisc. Très bien. Mais les Français en ont-ils pour leurs impôts alors que nous sommes un des pays les plus taxés du monde? Évidemment non, puisque tout le régalien est en déroute, que ce soit l'éducation, la justice, la sécurité, l'hôpital, où on ferme ou dégrade des services d'urgence faute de personnel, ou encore l'armée qui a à peine une semaine de munitions en cas de conflit de haute intensité. Alors je le dis et je le répète, non, on n'en a pas pour notre argent en France vu ce qu'on paye, et une question se pose: où passe l'argent de nos impôts? Alors pour réconcilier les Français avec le fisc, puisque c'est le but, il faudra à mon avis une grande explication de texte et surtout 2 grandes réformes, une réforme de l'État et une réforme fiscale. Vous ne trouvez pas tout de même que l'idée tardive de Gabriel Attal de voir un petit peu qu'est-ce qui ne va pas, où passent les impôts, est une bonne idée? Ça fait 6 ans qu'il est au pouvoir quand même, donc il serait peut-être temps de s'en occuper. Tardif. Vaut mieux tard que jamais. Il y a une opération quand même, un enfant en primaire, 8 000 €, un accouchement de mémoire, 2 600 €. Bon, il y a beaucoup de communication, et moi je préférerais qu'on ait un beau débat sur quelle fiscalité, quelles ressources financières et quelle priorité dans les dépenses. Ce débat, on a beaucoup de mal à le faire. J'ai pris un exemple il y a quelques jours sur un médecin dans une unité de soins palliatifs qui me disait: c'est l'horreur, Olivier, c'est pas nous qui le décidons, mais c'est la gestion comptable des établissements de santé. Dans le financement des hôpitaux, il faut que les lits tournent. Plus les lits tournent et plus l'hôpital rentre d'argent. Et en soins palliatifs, ils ont fait partir une personne au bout de 3 jours d'hospitalisation. Elle retournait chez elle une journée pour revenir en soins palliatifs le lendemain. Ah oui, c'est au nom de nos impôts, ça. C'est hallucinant. Mais est-ce que, un peu plus général, est-ce que quand même on a quand même de la chance, l'école gratuite, l'accès, on a quand même de la chance quand on m'a dit, quand il dit oui, effectivement, Philippe râle sur les impôts, on est quand même un pays chanceux.
Non, on est chanceux. En fait, finalement, elle n'est pas si gratuite que ça. Il y a bien quelqu'un qui paye. En l'occurrence, c'est nos impôts qui payons. Mais quand on regarde, comparé à d'autres pays européens, quand on voit ce qu'on paye et honnêtement le service rendu, on n'est pas tant gagnant que ça. Vous voulez dire que c'est comme les autoroutes Les autoroutes. Ça, c'est vrai. Un vrai scandale d'État. Ouais, voilà, je dis rien. Ouais. Ça serait bien tellement bien pour le coup que ce soit gratuit. Allez, tout de suite, Félix Mathieu est de retour. Le top clic. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et c'est Brigitte Bardot qui envoie une lettre ouverte extrêmement sévère à Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. Vous êtes un être maléfique, écrit Brigitte Bardot dans cette lettre publiée sur Twitter. Vos premiers mots, lorsque vous m'avez reçu à l'Élysée en 2018, étaient « Vous allez m'engueuler ». 5 ans après, oui, je vous engueule, Emmanuel Macron, car je suis en colère face à votre inaction, votre lâcheté, votre mépris des Français. Qu'ils vous rendent bien, il est vrai. Voilà, une colère de Brigitte Bardot pour des motifs assez généraux, d'une part, en premier lieu. Vous faites de la France une poubelle qui vous sert de trône et vous prenez un plaisir sadique à faire souffrir votre peuple, mais aussi les plus humbles, les plus vulnérables et les plus soumis, les animaux. Et alors effectivement, sur ce dernier point, dans un second temps, Brigitte Bardot s'indigne en particulier du sort des chevaux destinés à être mangés, destinés aux boucheries chevalines, sujet qui semble être en fait le vrai déclencheur de son courroux et de cette lettre ouverte à ses remontées. Lorsque je vous ai dit que depuis 50 ans, je me battais contre l'hypophagie en France, vous m'aviez regardé en 2018 avec des yeux ronds et m'avez répondu « Comment on mange encore du cheval en France ?» Et l'actrice d'appuyer en évoquant une filière d'export assez peu connue finalement. Oui, on mange de moins en moins de cheval en France et voilà pourquoi au lieu d'abolir à jamais cette boucherie abominable et écœurante, vous avez accepté le sacrilège rentable de créer un nouveau marché avec le Japon en envoyant 1000 chevaux par an vivants et dans d'atroces conditions pour en faire des sushis. Alors voilà, au-delà de ces cas de chevaux exportés au Japon pour y être mangés, eh bien l'icône de la défense des animaux lance aussi un peu plus loin, par exemple, je la cite toujours, votre ministre de l'Agriculture défend une politique où seul le fric compte. Voilà, elle s'en prend aussi aux affinités pro-chasse d'Emmanuel Macron, lui qu'elle avait espéré rallier à sa cause quand elle l'avait rencontré en 2018, en comprenant qu'elle n'a pas vraiment réussi. Ouais. J'imagine Emmanuel Macron dans son bureau, quand il ne part pas à la rencontre des Français, il a une série d'ennuis, j'allais dire autre chose, et maintenant ici, j'ai Brigitte Bardot sur le dos. Oui, mais il récolte ce qu'il a semé en termes de désillusion. On sait qu'Emmanuel Macron, quand il rencontre une personne, lui fait croire que ce qu'il vient de lui dire est essentiel, qu'il agira sans... Voilà. Donc il crée cette illusion systématiquement et à répétition. Et après, concernant Brigitte Bardot, on peut aimer ou pas. Moi, j'ai toujours un peu oui, j'ai du respect pour des personnes moi, je l'aime beaucoup, qui ont gardé, malgré le temps, une capacité intacte à l'indignation et à pouvoir l'exprimer, à trouver l'énergie pour l'exprimer. Mais au moins qu'on l'aime ou on l'aime pas, elle a une ligne depuis des années. Et dans son rôle. C'est clair. Et dans son rôle. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Vous êtes formidable. Vous savez que les gens disent du bien de vous, Félix Mathieu. C'est pas vrai. Il y a d'autres radios qui vous veulent. Et on a dit non. On a dit non. Ah oui, ils font le siège de Sud Radio, il paraît. Voilà. Et puis vos fans aussi, qui vous jettent leurs vêtements. Il y a une photo qui circule de vous. Des photos qui circulent, c'est effrayant ça. La photo qui circule avec vous avec une couronne de galette des rois, elle fait fureur, Félix Mathieu. Elle fait un carton. J'ai hâte de voir ça. Sachez-le. Allez, vous restez avec nous. 0826 300 300, vous voulez participer à cette émission et forcément, vous avez des choses à dire, on a envie de les entendre. Ça tombe bien, on vous attend. Et dans un instant, le tour de table de l'actu. Des vraies voix. Mes chers amis, on n'en a pas fini avec vous. On est ensemble jusqu'à 19h et nos amis vraies voix sont très guillerets aujourd'hui. Philippe Bilger est avec nous. Madi Saïdi est avec nous. Ouais, c'est le mercredi. C'est souvent bien les chroniqueurs le mercredi. Oui, mais on dit ça tous les jours. Vous avez remarqué? Et Olivier D'Artigol. Je vous écoute, vous le dites. Et avec vous. Mais ouais, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de chance. Voilà, on a beaucoup de chance de faire un métier qui nous plaît. Et c'est vrai qu'on est content de le partager avec vous. Allez, en tout cas, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée?
On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Et on démarre par Philippe Bilger, où vous dites que Gabriel Attal n'a tort quand il dit que le gouvernement n'a pas attendu d'entendre des casseroles pour écouter les Français. Oui, alors je le répète à chaque fois, il n'y a pas tellement de personnalités éblouissantes dans ce gouvernement qu'on ne puisse pas être honnête à l'égard d'un homme dont tout le monde à peu près reconnaît le talent. Mais tout de même, il exagère lorsque, par exemple, il indique que ceux qui vont faire du bruit avec les casseroles n'ont véritablement rien à faire dans leur journée et qui pourraient faire autre chose. Mais il a ajouté, vous avez raison Cécile, quelque chose qui paraît badin mais qui est plus sérieux. Lorsqu'il dit on n'a pas attendu les casseroles pour écouter les Français. Moi je pense que c'est faux ce qu'il dit. Même si je trouve qu'il y a d'autres modalités d'opposition plus valables que celle des casseroles, il n'empêche que il y a toujours une médiocre écoute démocratique parce que celle-là, on ne l'entend pas. Tandis que les casseroles, elles sont évidemment audibles, ostentatoires, et donc ça n'est pas exact quand il dit qu'on a toujours écouté les Français. Tout à coup, on entend de manière vulgaire le bruit de casseroles et on en parle énormément depuis 15 jours. Madi. Absolument, je trouve que écouter c'est une chose, entendre c'en est une autre. Et ceux qui sont dans la rue font des sacrifices, ils vont pas bosser, ce sont des grévistes. Et de dire qu'ils ont toujours écouté les Français, c'est presque un pléonasme de dire ça. Olivier d'Artigol. Je retrouve dans certains commentaires visants, pour le coup, des personnes qui continuent à manifester leur hostilité à la réforme des retraites, le même mépris, je ne rajoute pas un autre mot derrière, mais le même mépris concernant le moment Gilets jaunes, ou concernant l'expression de certaines personnes qui travaillent dans les métiers essentiels. Et il y a toujours cette idée, ce surplomb, on s'adresse à eux avec des mots dont on devine qu'ils ne sont pas des mots au plus près d'une véritable considération, d'une véritable empathie, ou même d'un intérêt pour ce qu'ils ont à nous dire ou à manifester, qu'on partage ou pas d'ailleurs. Qui autoriserait la critique. Oui, qu'on partage. Je termine là-dessus, Philippe. Qu'on partage ou pas. Bien sûr. Et ça, je pense que les gens, bien sûr, le ressentent. Olivier d'Artigol, votre tour de table, vous parlez de la remarquable, pour vous, analyse d'Eva Joly dans Le Monde sur les excès du présidentialisme et de la communication jupitérienne. Alors, nous sommes tous à l'affût dans ce moment politique et social de haute intensité, de tribune, de prise de position, d'analyse, de pensée. Et je vous conseille vivement la lecture de la tribune publiée dans Le Monde datée de ce jour d'Eva Joly, qui dresse une photographie de ce moment avec des expressions, des formules, des arguments qui me semblent taper juste. Elle met, pour reprendre l'expression, la plume dans la plaie. Quand elle dit le président est intouchable, cette impunité, cette irresponsabilité ne sont en rien un attribut de puissance. Elles sont au contraire le privilège de l'immaturité. Seuls les enfants n'ont pas de compte à rendre. Puis plus loin, elle dit aussi que ces présidents se dispensent de la délibération démocratique car ils adhèrent à l'idée délirante qui sont l'incarnation même de la démocratie. Elle conclut: il est urgent de réorganiser nos institutions pour me prémunir du risque que fait peser sur le pays la trop grande concentration de pouvoir dans les mains d'un seul homme, l'effacement des contre-pouvoirs. Je ne peux pas, j'ai juste sorti ces verbatim, mais lisez cette réflexion, je pense qu'elle peut nourrir le débat actuel. Je suis d'autant plus d'accord avec Olivier que, franchement, je l'avais remarqué et que je n'aime pas Eva Joly globalement. Mais j'ai été frappé, en effet, à la lecture par la pertinence de ce qu'elle avait écrit. Absolument, je l'ai vu pas mal tourner sur les réseaux sociaux ce matin. Et effectivement, c'est très pertinent ce qu'elle dit et c'est très symptomatique de ce qu'est le président de la République. Et Madi Saïdi, puisque vous êtes là, et c'est bien, avec des exfiltrations et des annulations de déplacements de ministres, est-ce qu'on va à nouveau dans un Baden-Baden en fait ? Et oui, alors aujourd'hui pour moi c'est ni un coup de gueule pour changer, ni un coup de cœur. Ni un coup de massue avec Baden-Baden. Oui, c'est plus une inquiétude de cette espèce de basculement social auquel on est en train d'assister en ce moment en France.
On a le cas du président Emmanuel Macron qui quitte Vendôme en hélicoptère. On a tous les ministres qui soit annulent leurs déplacements. Quand ces déplacements ont lieu, il faut les exfiltrer. Là, j'ai en mémoire le cas de Pape Ndiaye qui se fait exfiltrer et qui cherche un endroit éperdument pour essayer de sortir sans se faire prendre, et les manifestants le retrouvent. On a cet affrontement des manifestants avec la police. Et je sens qu'il y a un moment de bascule. Il est en train de se passer quelque chose dans ce pays. Je ne saurais pas dire ce que c'est. Je sais qu'on est loin du moment où, quand on courait après les politiques, et moi la première, c'était pour avoir un selfie. Et là, je pense à une copine qui n'était pas forcément fan de François Hollande. Elle me dit, je l'ai croisé, et finalement, j'ai pas pu me retenir. Je suis allée le voir et je lui ai demandé un selfie. On est loin de cette époque-là. Et du coup, ça me fait penser à Baden-Baden, et je me demande si on va pas assister dans les jours à venir. Je rappelle ce qui s'est passé en 68, quand le général de Gaulle était parti à Baden-Baden, rencontrer le général Massu, en lui demandant si l'armée serait fidèle au cas où vraiment ça s'envenimera encore plus dans les rues de Paris. Absolument. Philippe Bilger, vous craignez un nouveau Baden-Baden? Alors le paradoxe, c'est que je suis d'accord avec Madi, mais j'avais réfléchi sur Baden-Baden à rebours de ce qu'elle vient de dire. C'est-à-dire que elle montre que la situation est tellement critique qu'elle ressemble au moment où le général de Gaulle a éprouvé le besoin de partir. Moi, je pensais au contraire que la situation est tellement critique que la seule manière pour un président de s'en tirer serait de manière symbolique ou réelle mettre de la distance entre ceux qui ne l'aiment pas et lui-même. Mais on se sert du même symbole. Absolument. La Macronie a des problèmes de ressources humaines. On le voit sur les renouvellements gouvernementaux. Qui est aujourd'hui le massue d'Emmanuel Macron? Ça, c'est une vraie question. Voilà, parce qu'on a le sentiment que personne auprès de ce président jupitérien, et pour pas donner d'autres termes, mais qui n'est pas totalement mûr justement dans ce que devrait être la responsabilité politique aujourd'hui. Quel est ce Massu? Puis je ne résiste pas à cette anecdote concernant Massu. Le général donc retrouve son vieux compagnon d'armes et il lui dit alors Massu, toujours aussi con? Et Massu se regarde à vous, il dit toujours gaulliste, mon général. Allez, vous restez avec nous, on vient dans un instant. La suite des vraies voix, c'est le coup de projecteur dans quelques instants avec les annonces d'Elisabeth Borne que on va dérouler avec vous. Est-ce que vous pensez que c'est un virage social, des mesurettes, du recyclage, un vrai programme? Pour l'instant, vous êtes plutôt sur les mesurettes, sur du recyclage. Venez nous le dire, 0826 300 300, puis on vous expliquera ce que dit bien sûr l'opposition, qui s'est bien chargée de charger justement la mule. Allez, à tout de suite. Et nous sommes très bien entourés dans ces vraies voix aujourd'hui de ce mercredi avec Philippe Bilger, Madi Saïdi et Olivier D'Artigol. Et vous au 0826 300 300. Et tout de suite, notre nouveau débat, c'est le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on va revenir sur le mesure, les 100 jours d'apaisement et d'action voulus par Emmanuel Macron. Elisabeth Borne a donc détaillé ce midi une série de mesures à venir. Le pacte de la vie au travail, le soutien au pouvoir d'achat, le projet de loi sur le partage des valeurs en entreprise, le report de la loi immigration, entre autres. L'opposition s'est empressée, Philippe, de réagir immédiatement. Oui, et pas franchement bien. Un blabla technocratique pour les communistes, des mesurettes ou de la communication politique pour le RN. Un niveau d'impuissance et de renoncement terrifiant pour les LR. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est les annonces d'Elisabeth Borne? Est-ce que c'est un vrai programme? Est-ce que c'est des mesurettes? Est-ce que c'est du recyclage? Ou est-ce que c'est un virage social? Puisqu'elle a commencé par parler des mesures sociales. Dans tous les cas de figure, venez nous le dire au 0826 300 300. Philippe Bilger, si on regarde effectivement ce programme, maintenant on l'appelle un peu comme on le veut, et qu'est-ce qui finalement vous a sauté aux yeux en disant ça, finalement c'est pas mal? Alors Cécile, si je vais non pas défendre cet inventaire en effet qui est totalement disparate,
disparate, c'est un tout petit peu parce que j'estime Elisabeth Borne et que je pense que le président l'a placée dans une situation intenable. Oui. Et d'une certaine manière, elle l'admet, puisqu'elle ne fait pas passer ce qui, à mon avis, aurait été la réforme la plus urgente et la plus nécessaire sur l'immigration, en prenant aussi un prétexte noble qu'il ne faut pas diviser les Français comme s'ils ne le sont pas énormément depuis quelques mois, voire depuis plus longtemps. Et donc, dans cet ensemble totalement disparate, s'il est mis en œuvre, évidemment, il ne créera pas véritablement de fracture ni de dissensus. Il y a tout de même, je l'évoquais tout à l'heure, sur le plan médical, tout n'est pas complètement absurde si c'est mis en œuvre. Hein. Mais donc, voilà, ils sont dans l'étau que impose cette fichue, pardonnez-moi l'expression, majorité relative qui pèse qui les met dans un étau absolu. Est-ce qu'on a l'impression, Olivier d'Artigol, qu'on jette un peu sur tous les sujets, un peu de sel, de poivre, en disant, voilà, contentez-vous de ça? Est-ce que c'est ce qui ressort de nos auditeurs? Ce n'est pas une feuille de route, c'est un labyrinthe, avec un GPS qui n'a pas trouvé l'issue de sortie sur le plan politique. Il y a un double empêchement. Un empêchement sur le texte immigration qui était annoncé dans les 100 jours, mais il n'y a pas de deal avec LR, et un empêchement sur la grande loi sociale, travail, qui est annoncé, renvoyé donc à un agenda social, parce que les partenaires sociaux, bien évidemment, on regarde ce qui s'est passé au cours des derniers mois, ne sont pas très allants pour être autour de la table. Donc il y a ce double empêchement. Alors il y a une certaine forme d'habileté pour sortir du calendrier parlementaire et aller sur du réglementaire et des annonces. Mais rien qui ne puisse produire un électrochoc dans le pays de confiance, d'adhésion et d'une réponse forte à cette situation qui est encalaminée sur la question des 64 ans. Vous verrez que, je prends date, que le rendez-vous au Stade de France sur la finale de foot est un rendez-vous potentiellement explosif pour l'expression de cette colère. Je vais donner une information. Ils ont mis des grilles devant les tribunes populaires pour éviter tout risque d'envahissement lorsqu'Emmanuel Macron viendra serrer la main des présidents de club, des joueurs, des arbitres. Et l'intersyndical va distribuer 30 000 sifflets. Ce sera un sacré signe. Oui, ça va être compliqué. On dit toujours que le gouvernement dit que Emmanuel Macron est quelqu'un de très courageux, qui veut réformer. Pourquoi le projet de loi immigration repoussé? Quitte à avoir du courage, pourquoi pas tout faire en même temps? D'abord, moi, je suis déçu. Je suis déçu, pas que j'attendais de grandes annonces, mais on nous a quand même vendu un truc qui allait permettre de relancer le quinquennat. Donc, je m'attendais vraiment à de grosses annonces. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose, même si effectivement, on répond quand même à quelques problèmes des Français. Mais moi, ce que j'avais compris, c'était que ces 100 jours permettront de réconcilier les Français avec le politique. Et là, honnêtement, je vois pas comment on peut les réconcilier. Et Cécile, tu parlais justement de courage. Le courage aurait été peut-être d'aller jusqu'au bout, de faire cette fameuse loi travail, de faire justement cette fameuse loi sur l'immigration qui était importante. Et ça démontre quelque part... Au moins de la discuter, et de débattre. Et ça montre que quelque part, parfois, souvent d'ailleurs, ce pseudo-courage est sélectif. Oui. Voilà. Mais là où je ne suis pas, Madi, je comprends bien votre point de vue, mais elle n'aurait pas été votée, cette loi sur l'immigration, mais je verrais plutôt dans tout ce qui se passe là un processus assez sadique de la part d'Emmanuel Macron, qui au bout des 3 mois, des 100 jours, ne pourra que prendre acte d'une certaine impuissance relative d'Elisabeth Borne, et qui aurait peut-être à ce moment-là dans la tête un nouveau Premier ministre, en faisant peser sur elle toute la responsabilité d'un échec qui lui revient. Vous avez totalement raison. 0826. Allez-y. C'est pas dit que dans 3 mois ça passe. D'autant plus que Elisabeth Borne, évidemment, c'est jamais de la faute de la Macronie. Elle n'a pas pu trouver d'accord avec les LR parce que les LR eux-mêmes, entre eux, ne sont pas d'accord entre l'Assemblée et le Sénat. Donc moi, je suis pas sûr que dans 3 mois, même en repoussant le texte, qu'ils aient cette fameuse majorité qui leur permet pas d'adopter le texte. Sur l'immigration, à peu près, ils étaient d'accord. Enfin, bon. N'oubliez pas d'envoyer votre CV pour Matignon, Philippe Bilger. Bien sûr, moi aussi je soutiens à fond. 0826 300 300. Le retour de Fabrice, le winner
l'heure du Kikadi. Oui. Fabrice, justement sur ces propositions, alors je vous le dis, hein, on propose un virage social, des mesurettes, du recyclage, un vrai programme. Donc un vrai programme, je ne sais pas qui a voté, il faut qu'il nous appelle, il y en a 1%. On parle surtout de mesurettes et de recyclage. Pour moi, c'est plutôt du recyclage de blabla. Parce qu'aujourd'hui, si je prends par exemple une des résolutions, c'est la redistribution des richesses pour les entreprises. Moi, par le biais de mon métier, je suis au contact de nombreuses petites entreprises, de PME. Aujourd'hui, les trésoreries sont au plus basses parce que le carnet de commande, il est pas bien rempli. L'électricité, ça a fait en sorte de manger la trésorerie de pas mal de PME en France. Et aujourd'hui, déjà, cette redistribution-là, elle sera pas possible pour les petites PME, c'est pas possible. Oui, c'est-à-dire que c'est ça aussi, c'était important, Olivier d'Artigol, de dire qu'à un moment donné, les petites entreprises, en tout cas celles qui faisaient des bénéfices, de redistribuer à leurs salariés. La période n'est pas très faste pour le faire. Alors, il y a cette annonce donc sur le partage de la valeur, suite à l'accord entre les partenaires sociaux. Mais j'entends ce qui est dit, et surtout, l'ensemble de ces annonces ne dégage pas de priorité. Tout est mis au même niveau. Et donc, parce qu'elle n'avait pas de choix. Et donc, oui, bien évidemment. Mais dans ce sujet-là, quel est l'engagement de l'État? Parce que là, on engage des entreprises. Mais quel est l'engagement de l'État? L'engagement de l'État, c'est simplement de demander. Bon, il y a un premier sujet. Attendez, il y a un premier sujet. Moi, je vais vous demander de payer mes impôts. Il y a un premier sujet qui ne traite pas. Vous connaissez bien. Il y a un premier sujet qui ne correspond pas à la situation qui est décrite par notre auditeur. C'est les 200 milliards d'aides publiques aux entreprises, dont certaines ont des comptes à rendre sur la traçabilité et l'utilisation de cette manne publique, et je préférerais qu'elle aille dans certains cas directement vers le réseau des TPE, PME, qui sont les entreprises qui font vivre nos territoires. Et là, il y a quelque chose à réfléchir. Et qui crée de l'emploi. Et dans un second temps, le gouvernement, l'exécutif, renvoie la patate chaude ou aux branches professionnelles ou au niveau des entreprises en disant mais partagez la valeur. Mais la question, c'est quand même beaucoup de com', parce qu'on a commencé par le partage de la valeur, par l'emploi des seniors. On a eu le sentiment que Elisabeth Borne voulait montrer un tournant social suite à la loi sur les retraites, qui est quand même encore en travers de la gorge de beaucoup de monde. Vous êtes d'accord avec ça ou c'était de la poudre aux yeux? Non, mais comment dire, peut-être suis-je en permanence dans la mesure où je veux résister à une détestation générale, presque contraint à dire d'Elisabeth Borne qu'elle a tenté de faire ce qu'elle a pu, même si elle a changé d'avis sur le 49.3 parce qu'elle s'est fait taper sur les doigts par le président. Et je crois qu'elle est assez sincère, mais qu'à chaque fois qu'elle promet quelque chose qui pourrait être une avancée, immédiatement elle perçoit les contraintes techniques parlementaires qui vont l'empêcher de le mettre en œuvre. J'avoue que on peut rêver les uns et les autres d'être un homme ou une femme de pouvoir, mais être Premier ministre à l'heure actuelle sous Emmanuel Macron, c'est pas facile, ni confortable. Est-ce que ça veut dire que le pays est bloqué, Olivier d'Artigol ou Madi Saïdi, vraiment bloqué? Parce que là, quoi qu'il arrive, quels que soient les projets proposés, ce sera non. En fait. Je ne sais pas s'il est bloqué, en tout cas ça va être compliqué. C'est sûr que les 4 prochaines années vont être hyper compliquées. Ça va être très long. Ça va être très long, ça va être très long. Il n'y a pas de majorité absolue, donc ça va être compliqué. Il va falloir essayer de dealer avec les uns, avec les autres. Parfois ça peut passer, parfois non. On sait que pendant un moment chez les LR, l'ambition fait que parfois on y va. Certains appellent à gouverner. Rachida Dati a dit qu'il fallait une union avec LREM. Et de plus en plus, avec la Renaissance. Oui, de toute manière, c'est les mêmes. LREM, la Renaissance, c'est les mêmes. C'est juste le nom qui a changé. Faut-il encore que les LR s'entendent entre eux? Le seul qui est protégé aujourd'hui par les institutions, c'est le président de la République. Et il se trouve que c'est aussi sur lui que la détestation la plus forte, par-delà la politique qui est menée, mais sur sa personne même, est la plus cristallisée. Il semblerait que le projet gouvernemental soit de laisser les choses reposer pendant l'été, attendre les élections sénatoriales, permettre à LR d'atterrir, de trouver un climat un peu plus favorable avec eux, pour faire
après les élections sénatoriales, une ouverture forte à LR ou LR macro-compatible pour stabiliser un peu la seconde partie du quinquennat. Mais ça reste la politique fiction à l'heure où on en parle ce soir. D'autant plus que quelqu'un qui sort beaucoup de la palissade, mais qui parfois est bien informé, vous avez compris que je parlais de Jean-Pierre Raffarin, il a dit tout de même il y a quelques semaines que Emmanuel Macron lui avait dit que, comme vous venez de l'indiquer, Olivier, il y aurait du changement après les sénatoriales. Quand Louis Alliot dit il n'y a plus de gouvernement à la tête de la France, seulement une administration des affaires courantes, est-ce que on peut lui donner raison, Olivier d'Artigol? Il y a de fait un gouvernement, il y a des... Il y a des ministères, il y a des portefeuilles, mais avec des ministres qui sont très chahutés quand ils sortent, et avec quand même une feuille de route législative assez maigrelette au regard des véritables urgences du pays. Donc, bien sûr qu'il y a un gouvernement. Moi, je ne veux pas trop pousser les feux sur une situation qui serait trop éloignée de la réalité. Mais un gouvernement empêché par une situation politique et sociale. Mais quelque part, il a eu du mal à trouver une première ministre. Oui, rappelez-vous. Ça a été très compliqué au départ. On voulait aller chercher chez LR. C'était Catherine Vautrin, mais ça posait problème parce qu'elle avait été contre le mariage pour tous il y a 10 ans. On a mis Elisabeth Borne un peu en choix, vous me passerez l'expression, mais de secours. Est-ce que quelque part aujourd'hui, le roi n'est pas nu parce qu'il n'a plus l'arme de la dissolution ? Parce qu'il perdrait les élections, il ne peut pas changer de Premier ministre parce que ça se bat pas pour aller au portillon, et il peut même pas faire un référendum parce que même s'il demandait est-ce que vous voulez qu'on augmente vos salaires, les gens voteraient contre lui tant ils sont anti-Macron. Est-ce que quelque part le roi n'est pas nu? Alors, comme vous vous intéressez tous à la politique, Cécile, j'ai lu récemment, et je reviens à votre question Philippe, un très bon livre de Ludovic Vigogne, mais qui est très remarquable, qui raconte pourquoi Macron a perdu la main depuis la réélection. C'est très très bon, et notamment sur la pantalonnade entre le changement Elisabeth Borne et Vautrin. Mais en réalité, la seule ressource qui lui reste, Philippe, c'est tout de même celle de changement de Premier ministre, parce que vous dites qu'on n'en trouverait pas. Heureusement, il existe l'ambition politique et il en trouvera. Mais Cécile l'a dit tout à l'heure. Moi, je crois beaucoup à une situation qui ne me fera pas plaisir, mais qui un jour pourrait amener, je dis au hasard, un Jean-François Copé comme Premier ministre, avec l'accord de LR, qui se dirait, reprenant de manière un peu dégradée la démarche de Sarkozy, irait vers ça. Et dites-nous, 0826 300 300, si vous pensez qu'il faut vraiment changer vite et trouver un nouveau Premier ministre. Alors, peut-être que Catherine Vautrin est de nouveau respectable. Puisqu'il y a 2-3 jours, elle a fait un tweet en reconnaissant qu'elle s'était trompée. En se reconnaissant qu'elle s'était trompée, elle a fait un super tweet en reconnaissant qu'elle s'était trompée sur la question du mariage gay. Donc peut-être est-elle devenue à nouveau respectable. Ou elle prépare l'étape d'après. Donc peut-être qu'il aurait quelqu'un. Mais là où j'ai un doute, c'est que il y a bien sûr des noms qui commencent à apparaître dans le casting. Le retour de Normandie ou le Cornu. Certains se disant mais est-ce qu'une ouverture forte sur LR, ça serait pas post-sénatorial Larcher qui a dit aujourd'hui les conditions ne sont pas réunies, ou alors une tête de gondole, une figure de proue LR. Mais les conditions ne sont pas réunies, c'est pas un nom. Oui, aujourd'hui, bien sûr, on l'a interprété de la même manière. Mais la question que je me pose, quand bien même sur toutes ces options, l'option la plus forte, la plus éclatante, la plus scintillante dans ce moment-là sur le plan politique, ne réglerait pas la fracture avec le pays. D'accord. Ça permettrait tout de même, Olivier, de le faire. Il resterait un ressentiment profond sur les retraites, mais imaginez une solution de ce type. Si l'ensemble de LR adhérait au processus mis en œuvre, ça enlèverait beaucoup d'épines du pied parlementaire, si j'ose dire. Et une forme de confort serait assurée. Et est-ce que quelque part, ça conforterait pas les citoyens dans l'idée que finalement les politiques sont tous de connivence, parce que LR irait rejoindre Renaissance, et quelque part ça pourrait faire grandir ce sentiment
de rejet à l'égard des politiques. Et ça dégagerait un flanc droit pour Marine Le Pen. Juste une question, je rebondis sur ce que vous dites, Philippe Bilger, sur quoi qu'il arrive, est-ce qu'on peut changer l'image d'Emmanuel Macron? Est-ce que finalement on peut renouer les choses? Quand on regarde, je regardais les sondages, 26% d'opinion positive pour Emmanuel Macron, Hollande est tombé à 15%. Est-ce que c'est la même détestation? Est-ce qu'on est sur le même positionnement? Je vous rejoins absolument, Cécile, et je ne le cesse à mon niveau modeste de le répéter. Je lis des éditos, même dans des journaux incontestables, paraît-il, Le Monde, qui s'obstine à comparer la descente politique d'Emmanuel Macron avec celle des précédents présidents. Ça n'a rigoureusement rien à voir. Vous avez raison, on déteste plus la personnalité d'Emmanuel Macron que sa politique. C'est ça son grand drame. C'est ça le vrai problème. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas souvenir au cours des dernières décennies d'un tel sentiment, sur certaines dimensions, je le dis, assez irrationnel, qui peut aller vers une véritable haine concernant le chef de l'État. Parce que, bien sûr qu'il garde son socle social et électoral, qui s'est droitisé depuis 2017. Mais il y a dans le pays quelque chose qui s'est installé aujourd'hui, qui nourrit une véritable détestation de sa personnalité. D'une certaine manière, il a un peu recherché avec son comportement depuis 6 ans, mais je reste surpris au quotidien de ce que ça peut provoquer. J'ai une question à vous poser pour vous faire réagir. C'est très court. C'est très court. Dans 91 jours, c'est ce qui reste, je crois. Oui. Si on est dans la même situation, qu'est-ce qui se passe? Mais il n'y a plus de 100 jours. Même Elisabeth Borne, dans son intervention, a fait que son CDD est prolongé. Non, mais je ne parle pas d'Elisabeth Borne, je parle dans 100 jours, il y aura des résultats. Le 14 juillet. Macron, il y a une semaine. Mais non. Je pense qu'il n'y aura rien, ça va s'enliser comme toutes les... Moi, je crois tout de même à un changement peut-être de... Mais vous vous rendez compte que Emmanuel Macron rentre cette idée des 100 jours dans son discours? C'est ça. 1 heure avant l'enregistrement de son intervention. Ouais. Donc il y a quelque chose qui relève vraiment de... Ça lui a été communiqué par... C'est hallucinant quand on voit la manière dont la première ministre, j'ai l'évêque Vautrin et Elisabeth Borne, on a l'impression d'un jeu de... c'est ludique. Tiens, Catherine Vautrin, ah non, elle peut pas parce qu'elle est le... Alors on met Elisabeth Borne. Tout ça nous donne l'impression de quelque chose de purement... En tout cas, la bonne nouvelle, c'est heureusement que les vraies voix sont là pour prendre un petit peu de plaisir dans le monde de fou. Vous restez avec nous, 0826 300 300, vous voulez réagir et on comprend bien que vous vouliez réagir, vous avez des choses à dire. On vous attend, on fait une petite pause, voilà, on se détend, on va prendre un petit café à la cafette et on revient. À tout de suite. Bienvenue dans les vraies voix, 0826 300 300. On est toujours avec Philippe Bilger, Madi Saïdi et bien entendu Olivier d'Artigol et malheureusement Philippe David est encore avec nous. Toujours là. Non, je viens d'avoir un texto, on me propose Matignon. Ah. Mais on pourrait faire le gouvernement. C'est pas crédible. On pourrait faire le shadow de cabinet des vraies voix. En distribuant les portefeuilles. Voilà. Ce serait génial. Et ben, on fait une émission sur ça mercredi prochain. Génial. On le fait. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est pas idiot. Et vous annoncez. Voilà, exactement. Voilà, et on fait des propositions et on celui annonce. qui est désigné donne ses 3 premières mesures. Voilà, c'est ça. Oui. Et voilà. C'est pas mal. C'est intéressant ce que vous dites. 0826 300 300. Et nous avons un autre Fabrice qui est avec nous, qui nous appelle de Saint-Gratien dans le Val d'Oise. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Fabrice. Bonsoir à tous. Bienvenue sur Sud Radio. Vous nous écoutez depuis longtemps? Depuis très longtemps. J'adore Sud Radio. Ah bah, merci. Vous préférez Philippe David ou moi? Non, je plaisante. Non, je déconne. Et vous vouliez réagir sur les Je européennes? ne suis pas un homme, monsieur. Sur les ambitions de Jean-Luc Mélenchon pour la NUPES, est-ce que ça va la renforcer ou la dissoudre, selon vous? Écoutez, moi j'ai 63 ans, donc Mélenchon c'est un animal politique que je suis depuis une quarantaine d'années. Oui. Il a su passer des trotskistes aux wokistes. Il veut la prise du pouvoir. Il veut, avec des membres de son parti qui sont incapables de dire qu'ils aiment la France. Donc lui, il veut dissoudre la gauche, c'est très clair. Et la NUPES, de toute façon, qui comprend les socialistes, les communistes et autres, c'est tous les mêmes en réalité, puisqu'ils ont tous appelé à voter Macron. Donc il y a peu de choses qui les différencient, puisqu'ils sont incapables de faire autre chose que d'appeler
appelé à voter Macron. Et en plus, ces élections européennes, ce que j'adorerais, c'est que vraiment les électeurs comprennent l'importance de ces élections européennes, puisque c'est l'Europe qui nous impose notre politique nationale aujourd'hui. Et je rêve d'un parti, moi I have a dream, c'est qu'un parti défend les intérêts des Français et qui irait par exemple de Chevènement au Puy du Fou, de Villiers, et être soutenu par Michel Onfray. Des gens comme on qui dit, aiment les la France souverainistes des deux rives. Ouais. Oui, mais des gens qui aiment la France. Après, on appelle ça comme on veut, parce que souvent, souverainiste, on a une arrière-pensée de royaliste. Mais j'aimerais qu'il y ait des gens qui aiment la France, qui veuillent défendre la France et qui s'intéressent au sort des Français. Un type comme Michel Onfray, il est né en France, il est né dans la paysannerie, dans une France profonde. Il est de la même génération que moi, puisqu'il est en 59, moi je suis en 60. Donc, ce sont des gens qui ont vu évoluer malheureusement la France dans un sens qui est un délitement total, parce que quand vous parliez de nos impôts et autres, c'est l'horreur. Fabrice, Olivier d'Artigol veut réagir. Je rappelle qu'on retrouve Michel Onfray tous les samedis sur Sud Radio, tous les samedis matins. Bien sûr, j'écoute. J'ai deux questions à vous poser. Est-ce qu'une personne qui n'est pas née en France peut aimer la France, s'y investir mais au contraire, je termine. Et par exemple, exercer l'un des métiers essentiels qui a permis à notre société de tenir pendant le confinement. Oui. Et je ne rentre pas dans votre kaléidoscope politique concernant ma sensibilité, et pour autant, j'aime la France. Il y a un livre que j'ai adoré qui s'appelle Claire, le prénom de la honte, qui a été écrit par une jeune... Oui. Qui a été écrit par une jeune femme née en Turquie, mais qui est française jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout des cheveux, jusqu'au bout de tout. Si les gens pouvaient lire ce livre et comprennent ce manichéisme qui a été cette espèce de retournement de cerveau qu'on essaie de faire croire aux gens qui sont peut-être nés à l'étranger, mais qui sont français, qui veulent la France parce que la France les intéresse, parce que tout en France, la nourriture, les idées, ce libéralisme, tout ce qui transpire de la France. Voilà, j'adore. Claire, le prénom de la honte, c'est un livre qu'il faut lire, qui est tout petit, qui est facile à lire. Qu'elle a choisi, bien sûr. Et je l'ai reçu à l'époque quand je faisais la matinale, un excellent bouquin. Absolument. Philippe je ne suis pas sûr, pardon, de le Fabrice. prénom. Fabrice. Moi, je pense peut-être naïvement qu'il n'existe pas en France, dans la classe politique, de gens qui n'aiment pas la France. En revanche, là où je vous rejoins, je pense que certains considèrent que on ne peut régler les problèmes qui accablent les Français que par le biais de l'Europe. Et ça, c'est une erreur, à mon avis. Et les autres considèrent que les intérêts nationaux peuvent être gérés. Je ferai plutôt ce partage-là. Merci. Merci beaucoup, Fabrice, en tout cas, de votre témoignage. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci, Madi Saïdi. Merci, Olivier d'Artigol. Dans un instant, on va parler santé. L'édition 2023 de Made in Tech. On va revenir sur la gestion de notre santé par le biais de la technologie, de l'innovation et de l'intelligence artificielle. Dans un instant, à tout de suite.